Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce vendredi 24 mai. La Cour internationale de justice ordonne à l'entité sioniste de stopper immédiatement son agression contre Rafah et de permettre un accès sans restriction à l'aide humanitaire après avoir été saisie par Pretoria. Et le massacre continue dans la bande de Gaza, notamment à Deir el-Balah au centre où au moins 15 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés. L'Algérie appelle au Conseil de sécurité d'inscrire la prévention des conflits en Afrique comme une priorité tout en bénéficiant d'un financement adéquat. Et puis la Nouvelle-Calédonie dans l'incertitude au lendemain de la visite du président français Emmanuel Macron. Ce vendredi, un homme de 48 ans a été tué par un policier, portant à 7 le nombre de morts depuis le début de la crise dans l'archipel. Bonsoir à tous. La Cour internationale de justice a ordonné ce vendredi à l'entité sioniste de stopper immédiatement son agression contre Rafah dans le sud de la bande de Gaza et de maintenir le passage de Rafah ouvert pour permettre un accès sans restriction à l'aide humanitaire. La plus haute juridiction de l'ONU, qui siège à La Haye, a aussi appelé à la libération immédiate des détenus à Gaza. C'est l'Afrique du Sud qui a porté l'affaire devant la CIJ en décembre, affirmant que l'agression sioniste à Gaza violait la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948. L'État d'Israël, conformément à ses obligations au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et compte tenu de l'aggravation des conditions de vie auxquelles sont confrontés les civils dans le gouvernorat de Rafah, doit, par 13 voix contre 2, immédiatement mettre fin à son offensive militaire et à toute autre action dans le gouvernorat de Rafah qui pourrait infliger aux civils palestiniens à Gaza des conditions de vie qui entraîneraient leur destruction physique en tout ou en partie. Et pour mieux comprendre l'impact de la décision qui vient d'émaner de la Cour internationale de justice, nous avons en direct avec nous Maître Gilles Devers, juriste et avocat spécialiste, ou plutôt spécialisé en droit international. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Devers, que vaut aujourd'hui sur le plan juridique un appel à un cessez-le-feu émanant de la CIJ? On sait qu'il est contraignant, mais la justice a-t-elle aujourd'hui les moyens de faire respecter une telle décision? Alors, ce qu'il faut déjà noter, c'est qu'on en est à la 4e décision, oui. Qui chaque fois dit qu'il y a un génocide probable, qui chaque fois demande des mesures de protection de la population civile et qui le fait avec chaque fois un peu plus de fermeté. Donc, on va dire que du côté de la Cour, la mission est remplie, le cadre est pleinement respecté et les États-Unis qui bloquent tout à l'ONU ne bloquent rien à la Cour internationale de justice. Donc, le droit est dit et il est dit à la conscience du monde. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'exécution, tous les États doivent faire pression. Évidemment qu'il n'y a pas de police internationale et que, s'agissant d'un État, il ne peut pas être arrêté comme quand un gendarme arrête un voleur. C'est plus compliqué. Mais le message est clair. C'est la Cour internationale de justice, c'est l'ONU et l'ONU demande à tous les États de faire le nécessaire. Donc, cela a été demandé lors du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a voté pour un cessez-le-feu. Aujourd'hui, cet après-midi? Non, il y a quelques jours, le Conseil de sécurité s'est réuni pour voter un cessez-le-feu. Mais sur le terrain, il n'est toujours pas appliqué.
Ben, il est toujours pas appliqué parce que on a un État qui ne respecte rien du tout. Donc, pour le moment, ben, on fait une démonstration au monde entier que le droit est du côté des Palestiniens et que chaque acte de justice conforte la position des Palestiniens et ceux qui défendent cette cause. Et puis, la deuxième chose, c'est de prendre rendez-vous dans quelques temps, mais je dirais même dans peu de temps, parce que nous avons beaucoup d'exemples dans l'histoire où quand la Cour a rendu un arrêt, les États puissants disaient « mais c'est juste une décision comme cela, je n'en tiens pas compte, je n'en fais rien ». Et puis, ils se sont tous pliés ensuite, parce que vous ne pouvez pas avoir de vie internationale sans respecter le droit. Donc, pour le moment, on a les dernières fanfaronnades de la partie israélienne, des fanfaronnades qui sont criminelles et qui sont extrêmement dures parce que il y a les morts sous les bombardements, plus tous ceux qui souffrent de la famine, mais objectivement, c'est une fin de partie et l'État se met, cet État d'Israël se met dans une posture, une impasse complète sur le plan droit international en bafouant à ce degré les décisions de la Cour. Une petite dernière chose, moi j'invite à regarder de près le séisme qui va se créer au point de vue diplomatique, entre les États-Unis et l'Union européenne. C'était le bloc qui soutenait Israël. Et justement, et ce bloc est en train de s'effriter. Vous me tendez une perche, maître Gilles Devers, permettez-moi de vous interrompre. Jusqu'à présent, toutes les décisions de la justice internationale sont restées lettres mortes. L'entité sioniste n'entend pas s'y plier. Cela est-il, selon vous, dû à la protection que confèrent certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis, à leur protéger l'État sioniste ? Les États-Unis sont dans la violation du droit depuis le Vietnam ensuite il y a eu l'Afghanistan, l'Irak, on peut faire toute la liste en passant par le Chili. Donc le fait que les États-Unis violent le droit pour défendre leurs intérêts par la monnaie et par les armes, là il n'y a rien de neuf. Ceux et on les voit actuellement complètement aveuglés. Ils sont, comme on dit, addicts. C'est une question d'addictologie. Le Biden est prêt à perdre les élections pour défendre Netanyahou. C'est son problème, c'est qu'on défend même plus la cause. Il en est à protéger cet homme-là. Mais par contre, Israël va perdre tous ses biens en Europe. Et quand je parlais tout à l'heure des États qui doivent prendre tous les moyens, regardez l'Espagne, la Norvège, l'Irlande, ils reconnaissent la Palestine. Oui. C'est un impact qui est fort. La France a dit qu'elle respecterait les décisions du procureur de la Cour pénale internationale. Et donc, si Netanyahou revient en France, il sera, après les mandats d'arrêt, je pense qu'on les aura, il serait arrêté par la police, que ce soit à Londres, à Berlin ou à Rome, et ainsi de suite. Donc, tout ça change, tout ça est en train de changer. Très bien. Maître Gilles Devers, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes juriste et avocat spécialisé en droit international. Nous aurons également le plaisir d'aborder cette question avec plus de profondeur dans l'échiquier qui suivra ce journal. Ce sera avec Leïla Guertal. Et la décision de la CIJ d'ordonner à l'entité sioniste de stopper immédiatement son agression contre Rafah a été immédiatement saluée par la présidence palestinienne qui a appelé l'occupant sioniste à mettre en œuvre immédiatement cette résolution de l'ONU. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a également salué cette résolution, de même que l'Afrique du Sud qui est à l'origine des démarches auprès de la CIJ. Et puisqu'on parle de justice, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a appelé ce vendredi l'entité sioniste à ne pas intimider ou menacer les juges de la Cour pénale internationale, dont le procureur général a requis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre sioniste et son ministre de la Défense. Borrell s'exprimait dans une interview à la télévision publique espagnole TVE, où il a appelé au respect de la CPI. Et sur le terrain, les forces de l'occupation sioniste poursuivent leur guerre génocidaire contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le dernier bilan des victimes palestiniennes depuis le 7 octobre fait état de plus de 35 800 martyrs et plus de 80 200 blessés.
Et je vous disais en titre, au moins 15 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont des femmes et des enfants, et plusieurs autres ont été blessés hier soir lors de raids aériens de l'entité sioniste sur Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza, l'aviation de l'occupation sioniste ayant bombardé un centre d'aide de l'ONU. Sohila Kilal. C'est le visage d'une femme meurtrie par la perte de ses proches. La douleur est profonde, les cœurs sont lourds et le chagrin est immense qu'il est impossible de retenir ses larmes. À l'hôpital Al-Aqsa de Deir el-Balah, ces familles font leurs adieux à leurs martyrs. Ibrahim tient son petit-fils dans les mains et se demande comment il va grandir sans son père. À qui dira-t-il papa quand il sera grand? J'ai perdu mon fils, c'est injuste. Mon fils n'a même pas 30 ans, il est parti, c'est injuste. Des milliers et des milliers de jeunes dont le sort est inconnu. À chaque fois qu'ils sortent, on ne sait pas s'ils vont revenir. Honte à ce monde, réveillez-vous. Au total, 15 personnes ont perdu la vie dans cet énième bombardement sioniste qui visait cette fois-ci un centre d'aide de l'ONU abritant un nombre de déplacés. Parmi les victimes, des femmes et des enfants. Des victimes dont beaucoup ont été mutilées par la violence du bombardement. Les bombardements étaient violents, j'ai appelé mon frère, il n'a pas répondu. Sa femme et ses enfants non plus ne répondaient pas. Un homme a fini par décrocher et m'a dit que ce téléphone appartient à une femme qui est décédée et que sa fille a été blessée. J'ai par la suite appris que mon frère, sa femme et leurs enfants ont tous les 5 été tués. Leurs corps mutilés, ils entraient dans l'entrepôt quand ils ont été bombardés. Dernière prière avant d'accompagner les martyrs à leur dernière demeure en ce vendredi. Ce massacre vient s'ajouter à la longue liste d'atrocités et de crimes de guerre commis par l'entité sioniste contre Gaza et ses habitants depuis le début du génocide, dans un lieu censé garantir sécurité et assistance. Par ailleurs, au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans un bombardement de l'aviation sioniste ayant visé une maison dans le quartier d'El Fahoura, à l'ouest du camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, qui subit une série de violentes frappes aériennes. Plusieurs Palestiniens sont également tombés en martyrs et d'autres ont été blessés après que des avions de l'entité sioniste ont bombardé une maison dans le quartier de Sheikh Radwan, dans le nord de la ville de Gaza. Et l'agence américaine pour le développement international USAID a souligné ce vendredi qu'environ 900 000 personnes avaient été déplacées de force de la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Depuis le 6 mai en cours, les déplacés se sont dirigés vers des zones accueillant un grand nombre de personnes et souffrant d'un manque de services, selon l'agence américaine. Dans le reste de l'actualité de ce vendredi, l'armée iranienne a rejeté l'hypothèse d'un acte criminel dans le crash d'hélicoptère dans lequel le président Ebrahim Raisi et 7 autres personnes ont été tuées. Selon l'agence de presse officielle IRNA, pour rappel, Raisi, le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir Abdollahian et 6 autres personnes sont décédées dimanche après que leur hélicoptère se soit écrasé dans le nord-ouest du pays, dans une zone montagneuse et boisée, alors que les conditions météorologiques étaient difficiles.
Dans l'actualité aussi, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a affirmé hier soir à Dakar que le président algérien Abdelmadjid Tebboune était personnellement attentif à la qualité des relations algéro-sénégalaises. Le chef de la diplomatie algérienne s'exprimait à l'issue de l'audience que lui a accordée le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et à qui il a remis une lettre de son homologue algérien. Le président Abdelmadjid Tebboune est personnellement attentif à la qualité des relations algéro-sénégalaises, tout comme il est particulièrement soucieux de leur contenu et de leur substance. Le président Abdelmadjid Tebboune est également attentif à l'impératif d'une concertation politique soutenue, régulière et permanente entre nos deux pays, tant les défis auxquels ils sont confrontés sont les mêmes dans toutes leurs aires d'appartenance commune. Le président Abdelmadjid Tebboune est enfin attentif à la proximité de l'Algérie et du Sénégal lorsqu'il s'agit de se donner la main et d'être côte à côte. Et à noter qu'auparavant, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, avait co-présidé à Dakar une séance de travail avec son homologue sénégalaise Yacine Fall. Et je vous disais en titre, la prévention des conflits en Afrique devrait être une priorité, tout en bénéficiant d'un financement adéquat afin de permettre au continent de répondre de manière efficace aux menaces multiformes, notamment celle du terrorisme. C'est en somme ce qu'a affirmé le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Ammar Benjama, lors d'un débat ouvert au Conseil de sécurité. Neila Hamouda. L'Algérie, pays pivot du continent africain, plaide pour une implication accrue des États africains en matière de paix et de sécurité. Au Conseil de sécurité, Ammar Benjama, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, réitère son appel à renforcer la participation africaine dans les efforts mondiaux de paix et de sécurité. Un appel qui résonne à travers tout le continent. La paix et le développement se renforcent mutuellement. Les conflits, comme vous le savez, ont des effets négatifs spectaculaires sur la réalisation des objectifs de développement durable. La prévention des conflits en Afrique doit bénéficier de la priorité. La prévention des conflits en Afrique doit être financée comme il se doit, si nous voulons que le continent soit à même de répondre aux multiples menaces auxquelles il est confronté, y compris le terrorisme. L'Afrique fait face à de nombreuses crises, notamment celles liées aux défis socio-économiques. Selon Benjama, une bonne gouvernance reste l'outil fondamental pour les surmonter et bâtir des sociétés résilientes et stables. La gouvernance est un élément clé de prévention structurelle des conflits. C'est très souvent le remède aux crises. De nouvelles approches sont nécessaires afin de transformer les feuilles de route approuvées, de les traduire donc et de les appliquer dans la réalité. Le développement est tout aussi important dans les pays qui sortent de situations de conflit. Les efforts de consolidation de la paix permettent de renforcer la résilience et la capacité des États affectés, leur capacité à se relever après les crises et les aident également à en prévenir de nouvelles. L'Algérie a toujours joué le rôle de médiateur dans les conflits régionaux, notamment au Sahel et en Libye. Elle a mis en place plusieurs initiatives pour renforcer les liens avec ses voisins, tels que les projets d'infrastructures transfrontaliers. L'Algérie, convaincue que la dette est un obstacle au progrès économique des pays africains, a annulé 900 millions de dollars de dette pour 14 pays africains. Chaque année, l'Algérie offre plus de 2000 bourses à l'attention d'étudiants africains. Ces bourses visent des secteurs liés à la gouvernance et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Renforcer la coopération régionale entre mon pays, donc l'Algérie, la Libye et la Tunisie. Un mécanisme consultatif a été mis en place afin de garantir la sécurité à nos frontières communes. L'Algérie, pays attaché à son implication dans le développement et la paix, franchit une étape importante en prenant la parole pour défendre le continent au Conseil de sécurité. À travers ses actions et ses initiatives sur le terrain, Alger confirme une fois de plus son rôle de leader dans la promotion de la paix et du développement en Afrique.
Dans l'actualité également, le Congrès des députés espagnols a voté à la majorité des voix le retour à la légalité et la neutralité active de Madrid vis-à-vis de la question du Sahara occidental. La nouvelle motion du Parti populaire, soutenue par les partis de la gauche espagnole, appelant à un renversement du changement historique de position sur le Sahara occidental et un retour à la neutralité active, a été soutenue par 216 députés contre 120 pour le PCOE et 7 abstentions. Et la Nouvelle-Calédonie était dans l'incertitude ce vendredi au lendemain de la visite du président français Emmanuel Macron qui a promis que la réforme électorale contestée sur l'archipel ne passerait pas en force. Il a aussi maintenu le cap d'une sortie de crise d'ici à fin juin. Ce vendredi, un homme de 48 ans a été tué par un policier. Portant au total à 7 le nombre de personnes tuées en Nouvelle-Calédonie depuis le début de la crise dans l'archipel, dont 2 gendarmes. Allez, direction Stresa, à présent dans le nord de l'Italie, où les ministres des Finances et directeurs des banques centrales des pays du G7 étaient en conclave. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de négociations, notamment l'utilisation des volets russes, des avoirs russes gelés, mais aussi la guerre commerciale contre la Chine dans un contexte international particulier. Safouane Bessabri. Les ministres des Finances des pays membres du G7 se sont réunis aujourd'hui à Stresa, dans le nord de l'Italie. En compagnie des directeurs des banques centrales, les négociations ont porté sur les moyens de financer au mieux l'Ukraine alors que les nouvelles du front ne sont pas idéales. Il y a cette proposition de Washington souhaitant accorder à l'Ukraine jusqu'à 50 milliards de dollars de prêts. Ces derniers seraient remboursés par les futurs gains issus des actifs russes gelés par le G7. Une procédure qui ne fait pas l'unanimité à l'international. Le sujet est sensible, les avoirs russes saisis par le G7 dépasseraient les 300 milliards d'euros d'avoirs, une somme faramineuse qui permettrait de donner une aide conséquente à l'Ukraine si le pas venait à être franchi. Cela enverrait cependant un signal au reste du monde. En cas de désaccord avec l'Occident, les biens souverains nationaux pourraient être saisis, une stratégie à double tranchant pour le camp occidental, qui pourrait perdre de nombreux soutiens. D'un autre côté, la menace commerciale chinoise plane toujours et inquiète. Selon le ministre de l'économie française, l'économie chinoise serait en surcapacité de production, phénomène face auquel l'Europe doit se prémunir, sans pour autant déclarer une guerre commerciale à la Chine. Nous devons absolument éviter toute forme de guerre commerciale, car celle-ci n'est dans l'intérêt ni des États-Unis, ni de la Chine, ni de l'Europe, ni d'aucun pays du monde. Néanmoins, les pratiques commerciales déloyales, le niveau élevé des subventions et les surcapacités industrielles posent problème. Force est de constater que l'Occident mène plusieurs guerres de diverses natures sur plusieurs fronts, en Ukraine, en Asie de l'Est et au Moyen-Orient. Et puis enfin, les candidats des groupes politiques au Parlement européen ont tenu hier un débat à Bruxelles avant les élections de juin. Ils ont débattu de plusieurs questions cruciales telles que la défense, la migration, le climat, l'économie et l'innovation. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, arrive à la fin de son mandat et un nouveau président sera choisi après les élections parlementaires européennes qui auront lieu du 6 au 9 juin. Tendencies that we have seen on fossil imports from Russia, we cannot now repeat with, for example, being. When people risk to die at sea, you go and save them. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.